Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Léon Barçon est en train d'aller chercher l'or et le record du monde et la meilleure performance de tous les temps. Léon Barçon, impérial au pays du soleil levant. Léon Barçon explose le record du monde. Oh, bien joué. Allez, le doublé. C'est hallucinant ce que nous vivons aujourd'hui à Twickenham. La barre des 50 points, c'est un triomphe. Vive les Bleus, vive la France. Le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus. Bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien ce soir pour une nouvelle heure à parler sport sur Radio Campus Lille avec le Campus Sport Club, la 17e de cette saison 3 qui débute ce soir. Et comme chaque soir, je suis toujours très bien accompagné avec ce soir un trio. On est très souvent 4 et là ce soir c'est un petit trio avec le premier à ma gauche qui se cache. Vous ne le connaissez peut-être pas, l'environnement Radio Campus, mais moi j'ai du mal à te voir, mon petit Maxime. Comment tu vas ? Salut à tous, ça va très très bien. Écoute, prêt pour une petite heure autour du sport ? Tu avais peur que je te menace des yeux, du regard ce soir ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et face à moi, elle en patronne, en tête de table, c'est elle qui va diriger un peu les débats ce soir basket, évidemment. Non, mais je sais, je te taquine là-dessus. Marine, comment tu vas ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, super. Ouais, désolé. Pas de soucis, c'est le jeu. Pour le débat du soir, j'aime toujours à proposer et inviter les chroniqueurs du soir à voter. Et là, tous les votes étaient à égalité, donc j'ai tranché pour du basket. Mais vous le saurez un peu plus tard. Mais il y en a un qui doit être content de ce jeu de débat. C'est ton numéro 1, toi, Mathis ? Ah ouais, clairement, ce que j'allais dire, pour mon plus grand plaisir, le basket. Pour ton plus grand plaisir. Et donc, tu es très heureux d'être avec nous ce soir également. Évidemment. Écoutez, dans l'ordre, en plus, ça sera toi dans un instant, Maxime, qui va pouvoir attaquer les résultats. Avec pour commencer un peu de foot. Non, du hand pour commencer. Oui, on commence par le gros quand même. D'accord. On commence par nos Français quand même. D'accord, très bien. Ça sera dans un instant, juste après ton jingle. Vous êtes passé à côté de votre semaine niveau sport ? Pas de panique. Les résultats sont là pour vous résumer l'actualité sportive des derniers jours. Oui, parce que Cocorico x2, parce que on s'était même déjà presque quitté pour les vacances de Noël avec une très bonne nouvelle côté handball féminin. Cette fois, c'est handball masculin qui nous a fait rêver. C'est exactement ça. 10 ans après leur dernier sacre européen, la bande de Nikola Karabatic a remis le couvert en Allemagne cette année. Ils ont fait un très bon parcours, un parcours exemplaire, on va pas se mentir. Il y a juste eu, bien sûr, en phase préliminaire, ce petit nul contre la Suisse au deuxième match. Mais voilà, les coéquipiers de Nikola Karabatic, qui est d'ailleurs devenu l'handballeur international le plus titré de l'histoire avec 17 médailles. Donc après un parcours quasi parfait, on va pas se mentir, dans les deux premières phases, ça c'est un peu compliqué quand même sur les deux derniers matchs, à commencer par cette demi-finale contre les Suédois, on va revenir rapidement dessus. Un bon match dans l'ensemble des Français, mais voilà, à la fin des 60 minutes, il y a 27-26 pour les Suédois. Mais il y a un coup franc direct à jouer, et là c'est là que la magie prend vie, et que Elohim Prandi nous envoie cette rafale à 12 mètres, une praline dans le but suédois. Résultat, prolongation et victoire des Bleus 34-30. En finale, ils retrouvent leur meilleur ennemi danois pour un duel au sommet et rebelote dans un match très serré. Les deux équipes filent en prolongation à 27-27. Au final, grâce au réveil de Dikamem, qui était en difficulté dans ce match-là, mais qui a mis 2 buts très importants en prolongation, grâce au stratosphérique Ludo Fabregas, qui a été monstrueux à 6 mètres, et un arrêt indispensable de Samir Belhassen devant Mikkel Hansen en prolongation, les Bleus s'imposent sur le fil 33-31 et sont de nouveau maîtres de l'Europe, champions olympiques et d'Europe et vice-champions du monde. Plutôt pas mal à 6 mois des JO en France. Alors vous la sentez venir cette question, les Bleus sont-ils selon vous les mieux placés pour conserver leur titre à Paris en août prochain ? À noter aussi, tu parlais d'Elohim Prandi sur la demi-finale, c'est aussi lui qui met le 32-30. Ouais.
en prolongation qui nous enfin, presque offre la victoire. Il reste 1 minute à jouer. Ouais, mais d'ailleurs, il y a Bellassène qui fait une petite erreur, qui rate un peu, et il reste 20 secondes derrière, et au final, on négocie bien, et je pense que c'est Yanis Len qui met le dernier but. Oui, sur une passe d'Elohim Prandi, ouais. parce qu'il joue le tout terrain. Donc favori, d'autant plus qu'on est un peu à domicile. Et la dernière fois que les Français ont joué une compétition internationale à domicile, c'était un mondial, et en 2017, et il avait été remporté haut la main. Alors, bon, j'imagine que ici on est tous très peu inquiets. Ouais, j'ai envie de dire, moi, sans aucun débat possible. Ce qui m'a bluffé sur cette compétition pour l'équipe de France, c'est ce que tu disais, Maxime. Demi-finale, finale, ça a été dur, et c'est justement cette capacité à aller au-delà de cette difficulté, à être bon dans les moments qui comptent. À 2 minutes de la fin, pendant même les 10 dernières minutes de la finale, c'est les Danois qui ont un but d'avance. À chaque fois, on arrive à revenir, on reprend un but, on revient, on fait le break au bon moment, on arrive à être dans le match et à faire la différence au bon moment. Ils m'ont vraiment bluffé par cette sérénité, et bon, c'est pour ça que moi je les vois favoris, et j'espère qu'ils vont défendre leur titre comme il se doit. Favoris, mais on connaît du coup un peu déjà à l'avance les adversaires qui vont nous inquiéter. Ouais. Suédois, Danois. Marine, toi, tu t'imagines quoi comme finale, admettons, si c'était les Bleus qui devaient jouer l'or à Paris? Ah bah on demande pas mieux qu'une autre finale France-Danemark. En vrai, ils vont être revanchards. Ils l'ont dit, les Français, forcément, les Suédois, tu l'as dit, les Danois, ils vont être revanchards, et ça va être attention aussi à domicile à ce que ce soit pas une pression justement. Mais ouais, j'ai envie de voir ça. Oui, ça peut être la mauvaise pression des jeux à domicile. Les Suédois, ils vont être très revanchards aussi, parce qu'il y a cette affaire de pied d'Elohim Prandi, la réclamation et tout ça sur le but. Donc je pense que les Suédois, il va falloir s'en méfier aussi au JO, parce que je pense qu'ils vont l'avoir en travers de la gorge pendant très très longtemps, cette élimination en demi-finale. Il y avait déjà eu ce match assez dantesque 1 an ou 2 ans plus tôt, déjà contre ces Suédois, avec cet arrêt dernière seconde du pied, enfin des fesses de Palika sur Fabregas. Et Fabregas d'ailleurs qui aurait pu être élu MVP du tournoi tellement il a été. C'est Rémy Lee qui a été élu MVP du tournoi. C'est son demi-centre qu'il a super bien trouvé. Ouais. Mais très très bon. Fabregas monstrueux sur la finale, très honnêtement. Il y a vraiment je pense que le gros du sujet côté handball français, homme comme femme d'ailleurs, ça va être sur ces prochains mois. Non, même simplement juste qui pour fermer la liste en fait. Ah oui. Qui pour prendre les dernières places à droite à gauche. Chez les Français, on parle du retour de Vincent Gérard qui forcément peut bousculer un peu, peut-être surtout si les sentiments prennent, parce qu'on ne sait pas s'il va revenir en forme, mais peut-être si les sentiments du sélectionneur, de la fédération, de dire on préfère remercier Vincent Gérard et de l'inviter. C'est quand même une compétition à gagner, donc faut aussi voir. Et puis l'expérience de Vincent Gérard aussi, qui peut apporter sur la grosse pression, tu l'as dit, à domicile, ça peut être un bonus exceptionnel. Non? Ouais, effectivement. Allez, on quitte le hand et on se retrouve en Océanie, en Australie. C'est terminé à Melbourne Park. L'Open d'Australie nous aura encore fait vibrer cette année. D'abord avec les belles perfs de nos Français et Françaises. Et on en avait pas parlé la semaine dernière puisqu'il y avait la spéciale 2 heures. Mais avec nos principaux Français qui étaient Adrian Manarino, la grosse surprise Arthur Cazaux chez les hommes et Océane Dodin chez les femmes. Tous les 3 éliminés en 8e par des très grands. Chez les femmes, c'est Aryna Sabalenka qui conserve son titre australien après avoir sorti Coco Gauff dans un match accroché en demi. La Biélorusse s'est logiquement imposée face à l'opportuniste joueuse chinoise Qinwen Zheng, tombeuse de Océane Dodin justement en 8e de finale. Elle s'est imposée, la Biélorusse, en 2 petits sets, 6-3, 6-2. Deuxième titre du Grand Chelem pour elle, qui conserve sa 2e place au classement WTA. Chez les hommes, par contre, on a eu droit du spectacle. D'abord en demi-finale, où Alexander Zverev, tombeur de Carlos Alcaraz en quart, menait 2-7-0 contre Dani Medvedev. Mais le Russe s'est accroché et remporte un match en 5-7 pour se hisser en finale, où il retrouvera Yannick Sinner. L'Italien était exceptionnel toute la quinzaine, et en demi, il l'a prouvé face à un certain numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Un excellent match du Transalpin qui s'impose en 4-7, et une finale qui met l'eau à la bouche entre les 3e et les 4e joueurs mondiaux. Comme en 2020, en finale face à Nadal, Medvedev mène 2-7-0. Il y a cru, mais pourtant, expert des matchs en 5-7, il ne peut rien faire face au prodige italien, qui s'impose en 5 manches, 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, en 3h44 de jeu. Première victoire en Grand Chelem pour l'Italien de 22 ans, mais surtout une première pour le tennis italien depuis 1976 et le titre d'Adriano Panatta à Roland-Garros. Alors voilà, Sinner, c'est le symbole de cette nouvelle génération avec Carlos Alcaraz. Est-ce que vous pensez que ces deux-là pourront prendre la relève du Big Three qui est en train de finir, Federer à la retraite, Nadal pas loin, et Djokovic va en faire encore 2-3 ans. Mais est-ce que vous pensez que ces deux joueurs-là peuvent être les têtes d'affiche du tennis mondial et seront les têtes d'affiche du tennis mondial dans les prochaines années? Bien sûr.
Franchement, avec ce qu'il nous prouve, Sinner, moi j'ai été bluffé par sa demi-finale notamment contre Djokovic parce que c'est quand même parlons d'être un ogre, Djokovic en ce moment même à son grand âge entre guillemets pour un sportif, il continue d'impressionner, d'être dominant et Sinner le voir réaliser cette performance assez incroyable et derrière confirmer alors qu'il était dos au mur en finale. J'aime beaucoup la progression de Sinner, notamment mentale où il arrive justement à garder cette attitude pour bien rester concentré dans les matchs et ça peut aussi être un déblocage de remporter son premier grand chelem pour pourquoi pas en offrir d'autres après. Ouais, c'est ce que j'allais appuyer, c'est peut-être surtout un moment essentiel de sa carrière de gagner enfin un grand chelem puisque chez les hommes en tout cas pour l'instant ceux qui ont gagné pendant cette ère Novak, Djoko, Nadal ont quasiment tous réussi à gagner derrière. Et lui, d'autant plus avec l'âge vieillissant des trois, enfin du coup des deux même, et un qui est presque semi-retraité. Donc on va dire un surtout, un et demi. Il a boulevard, si ce n'est du coup c'est les jeunes de cette génération. Il y en a peut-être un aussi qu'on tardera de voir, on espérera peut-être venir se confronter un peu à tout ça, peut-être Holger Rune, même si a priori peut-être au mental ou dans sa caractéristique. Zverev est pas très vieux aussi, hein. Il va pouvoir monstrueux. Je le voyais gagner. Moi je le voyais gagner tous les jours face à Medvedev. Donc je le voyais ensuite vraiment faire peut-être très très peur à Yannick Sinner et Yannick Sinner a eu très très peur en finale puisque j'ai rien contre Medvedev mais j'aurais vraiment voulu une petite victoire italienne, oui, ça fait plaisir. C'est ça exactement. Et française, fils, hein, dans 4-5 ans. Allez. Ouais, Caso, moi plutôt, je préfère maintenant. Tu préfères? Oui, mais oui, bon, on en parle. J'en parlerai. Je glisse un mot sur Caso dans mes news. Ok, ça marche. Parfait. Allez, on quitte l'Australie, on revient en France avec le foot et on va parler très rapidement de notre belle Ligue 1. En ouverture de cette journée de Ligue 1 vendredi soir, Rennes menait 3-0 à la pause grâce à un doublé de Terrier et un but de Désiré Doué au Groupama Stadium de Lyon. Ils les ont fait peur mais s'imposent finalement 3-2 et plongent de nouveau Lyon dans la crise. Samedi, l'OM recevait Monaco au Vélodrome. Les Monégasques terminent le match à 9 après les expulsions de Maripane et Zakaria, mais tiennent et repartent avec le point du nul, score final 2-2. Lille concède le match nul à Montpellier 0-0 en ayant joué une mi-temps à 10, tandis que Lens se relance à Toulouse en gagnant 2-0. Enfin, le PSG s'est sabordé au parc face à l'excellent 3e Brest. Devant à la pause grâce à Asensio et Kolo Muani, les champions de France en titre se sont fait rattraper par les Bretons après un contre son camp de Danilo Pereira et un superbe but en talonnade de Pereira à l'âge à 10 minutes du terme. On quitte la France et on tourne en Côte d'Ivoire pour les phases finales de la CAN. L'Algérie n'a pas passé les poules pour la 2e fois consécutive. Dans les premiers 8e de finale, l'Angola, le Congo, vainqueur de l'Égypte, le Nigeria, la Guinée et le Cap-Vert ont obtenu leur billet pour les quarts de finale. Hier soir, l'alléchant Côte d'Ivoire-Sénégal se tenait à Yamoussoukro et repêchait de justesse, les éléphants, orphelins de leur désormais ex-coach Jean-Louis Gasset, avaient fort à faire face aux Lions de la Teranga. Menés après 4 minutes de jeu et un but de l'ancien Strasbourgeois Habib Diallo, les Ivoiriens ont dû attendre la 86e minute et un penalty transformé par Franck Caissier pour arracher les prolongations, mais toujours pas de décision et on partait au tir au but. Et dans une ambiance folle, ce sont les éléphants qui éliminent les tenants du titre et grands favoris sénégalais, 5-4 au tir au but, et s'offrent le droit de rêver. Ce soir, Mali-Burkina Faso a donné toutes ses promesses et ce sont les Maliens qui rallient l'écart avec une victoire 2-1 contre les Burkinabés de Bertrand Traoré. Et ça vient de se terminer entre le Maroc et l'Afrique du Sud et énorme surprise puisque les Marocains qui étaient désormais les favoris numéro 1 pour le titre s'inclinent 2-0 face à l'Afrique du Sud, des buts en 2e période à la 60e minute, à la 94e minute, un carton rouge pour Sofiane Amrabat juste après, et surtout le fait de jeu à ne pas rater à 1-0 à Achraf Hakimi, qui à 5 minutes du terme rate un penalty en le mettant sur la barre. Donc voilà, c'est terminé pour le Maroc, mais voilà maintenant, qui reste, et selon vous, qui peut aller chercher ce titre à la CAN, tant cette CAN est surprenante? J'aurais même dit, moi, le Maroc plutôt vu favori avant même le début de la compétition. Tu peux ouais, bah oui, moi aussi, je les voyais dans les deux. Moi, j'avais Sénégal-Maroc. Tu parlais du Sénégal, mais je pense même que le Maroc avait même un statut au-dessus. Donc, c'est vraiment je pense, un gros coup parce que le Maroc, avec cette élimination juste avant, avait un peu plus de champ libre. Là, en l'occurrence, on aime bien, la Coupe d'Afrique des Nations aime bien ça, rebattre les cartes assez rapidement. On se rappellera la Zambie 2012, donc il peut tout se passer dans cette compétition. Moi, je vois bien le Nigeria. Sur qui, Nigeria. Ouais, moi, je vois bien le Nigeria aller au bout, ou peut-être le miracle de la Côte d'Ivoire, maintenant qu'ils sont à domicile, revenus dans la compétition, entre guillemets, puisqu'ils étaient à 90% éliminés après les phases de poule. Ils ont fini meilleur 3e, un peu miraculeusement. Ils s'en sortent. Hier, c'est pas passé loin non plus l'élimination. Maintenant, est-ce que, justement, avec, l'éviction de
des favoris principaux comme le Maroc? Est-ce que ça peut aussi peut-être leur ouvrir le tableau et poussé par leur public aller chercher un titre? Je sais pas. Moi, je pense que ça va jouer entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Là-bas, Marine. Ouais, j'aurais dit plus Nigeria aussi avec tout le tumulte qu'il y a sur la Côte d'Ivoire et leur sélectionneur notamment. Donc ouais, peut-être plus une pièce sur le Nigeria, moi. Ok. Allez, on va passer rapidement à d'autres petites news. On parle un petit peu rugby en top 14. Le MHR, la Lanterne Rouge, enchaîne un deuxième succès consécutif face à Pau, 22-17. De son côté, le Loup recevait à Gerland-Perpignan pour le duel du bas de classement. Victoire des Lyonnais, 36-24, grâce à un 6/6 au pied de leur demi d'ouverture. Léo Berdeux, l'USAP, quant à lui, occupe la 12e place. Le Loup est 11e. Les 3 chocs sont remportés par le Stade Français à Chabandelmas face à l'UBB, tandis que le RCT à Mayol s'impose contre La Rochelle à l'arraché 25-23. Mais la très belle opération de la semaine, elle est faite par le Stade Toulousain, qui s'est défait à l'extérieur de l'actuel leader du top 14, le Racing 92, 20-27 à la Défense Arena. Les Franciliens conservent leur titre, les Toulousains sont 4e. En tennis de table, Félix Lebrun est de nouveau titré sur le circuit WTT, après son titre fin 2023 en Turquie à Antalya. Le Montpellierin a remis le couvert à Goa en Inde. Il s'est imposé face au 6e mondial Hugo Calderano, le Brésilien, en 6 manches, victoire 4-2, infligeant même un 11-0 à son adversaire à la 4e manche. Il prend d'ailleurs la place de son adversaire en finale et pointe au 6e rang mondial. Il est le meilleur des autres, les 5 premières places étant occupées par des joueurs chinois. Le golf, le jour de gloire est enfin arrivé pour le golf français. Après 117 ans d'échecs sur le PGA Tour, le tour américain, la plus prestigieuse des compétitions, Mathieu Pavon est le premier Français de l'histoire à s'imposer dans la compétition. C'est à Torrey Pines, en Californie, où le Toulousain disputait son 3e tournoi en tant que véritable membre de l'organisation. Il s'est imposé en patron, dominant ses adversaires avec un score de -13 au total. Il empoche 1,5 million d'euros et récupère la 34e place mondiale. L'avenir du golf français est là avec Céline Boutier. En ski alpin, enfin, on termine. Sarrazin ne brille pas et finit 10e. Pas de souci, Nils Allègre est là pour remporter le Super G de Garmisch en Allemagne. Pour son 102e départ en Coupe du Monde, le haut alpin de 30 ans fait d'une pierre deux coups en remportant sa première course de sa carrière, tout en montant pour la première fois de sa carrière sur un podium en Coupe du Monde. Les sportifs français étaient en forme cette semaine. Ouais, c'est assez fou. J'ai l'impression que dans ces disciplines-là, les victoires des uns ont un peu comme, j'ai l'impression que ça donne des ailes aux autres, ou ça laisse entrevoir que eux aussi peuvent venir leur heure. Est-ce que vous pensez que c'est une Boutier avec quelque chose à voir avec la victoire de Pavon? Mathieu Pavon. Ouais, ça. Oui, j'ai Pavon. Ouais. C'est Libère. Non, mais ça, je pense que ça donne forcément des idées quand on est dans un sport où la France n'a que très peu brillé, voire jamais brillé. Enfin, on a eu la courte période de Victor Dubuisson pendant 1 an et demi qui était là à faire 2-3 petites perfs et tout ça. Et voilà, on n'a jamais trop brillé dans ce sport-là. Et puis là, l'année dernière, en septembre, Céline qui remporte le Master d'Évian, c'est monstrueux. Elle occupe la 3e place mondiale au classement. Et là, Mathieu Pavon qui vient chercher un titre qui était inespéré, clairement, sur le PGA Tour. On s'attendait encore à attendre de nombreuses années et finalement, ça arrive maintenant. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite, je pense, pour le golf français, qui va forcément, avec ces victoires-là, se développer, je pense notamment en France, chez les femmes, et maintenant, du coup, chez les hommes, ça va peut-être donner des idées, parce que ça a vraiment fait le tour de la France. Le golf fait de plus en plus parler de lui en France, en tout cas ces derniers temps. Même pour Félix Lebrun. Même pour Félix Lebrun en tennis de table. Pour le tennis de table français, ça faisait depuis les années 80 qu'on espérait à nouveau un nom ou deux juste émerger. Et là, on a même eu des frères. Ouais. Bon, alors, en l'occurrence, par contre, si on parle des jeux, Félix, en tout cas, elle a l'air un peu mieux lancé que son grand frère. Ce qui est fou, c'est que Félix est bien lancé, mais qu'il a jamais battu son frère en compétition officielle. Oui, parce qu'Alexis, elle l'a battu juste avant. Voilà, ils sont rejoués aux jeux européens, je crois, un truc comme ça. Le top 16 européen, voilà. Top 16. Ouais. Et c'est encore Alexis qui a gagné. Et il n'a jamais battu Alexis Lebrun en compétition officielle. Parce qu'ils se connaissent par cœur. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le grand frère qui a appris au petit, mais en compète, ils se connaissent pas et il est là pour les surprendre. C'est ça. À mon avis. Très bien, écoute, merci beaucoup Maxime pour tous ces beaux résultats, et je ne dis pas ça parce qu'on a gagné en handball. Ouais. Et je suis handballeur. Mais comme fallait aussi, comme j'aime bien féliciter les champions, je me suis dit bon, allez les Français, c'est bon, après les filles, les garçons, on va mettre une petite musique au rapport, mais un peu marre de We Are the Champions, The Queen. Je sais pas vous, mais je pense que c'est un peu redondant. Du coup, j'ai cherché une autre musique qui parle de champion, et je suis tombé sur Champion de Henley Choppa, un artiste américain. Je vous laisserai vous faire un avis, mais c'était juste pour changer parce que We Are the Champions, c'est bon quoi. Voilà. On se laisse là-dessus tout de suite pour la suite du CSC avec notamment les news et un débat basket.
Voilà, Champion sur Radio Campus Lille, vous êtes toujours en train d'écouter le Campus Sport Club. La 17e, mine de rien, de cette saison 3, ça avance. Sachez qu'on a été en vacances, entre guillemets, qu'une petite semaine, c'était le mardi 26 décembre pour Noël, parce que quand même, faut pas abuser. CSC, je ne suis pas tortionnaire à ce point-là. Écoutez, c'est l'heure d'avancer. Petit point news désormais dans ce nouveau Campus Sport Club. Entre les infos que vous auriez lues et celles que vous auriez manquées, les voici toutes réunies dans les news du CSC. On va démarrer avec le premier gros volet, le volet foot, puisqu'on est ce soir le mardi 30 janvier, pour rappel, 23h23, bientôt 24 même. Les minutes et les heures défilent, puisque c'est la fin bientôt de ce mercato hivernal. Alors un petit point sur les dernières grosses infos du jour et des jours précédents, notamment une info, l'équipe qui est tombée ce soir en début de soirée, même précisément. L'Olympique Lyonnais et West Ham United sont tombés d'accord pour l'arrivée dans le Rhône de Saïd Benrahma, le milieu de terrain offensif algérien. On parle d'un prépayant de 5 millions avec une option d'achat non obligatoire derrière, donc l'Algérien qui vient rejoindre l'équipe de John Textor pour les 6 prochains mois, enfin 5 et quelques. En milieu de journée, on a aussi appris par exemple le départ d'Ivan Rakitic du Séville FC après 7 saisons en cumulé passées là-bas. Il avait fait un premier passage en début de décennie et puis il était revenu en 2020 après ses années au Barça où il a notamment gagné la Ligue des Champions et il est revenu. 35 ans, le milieu croate s'en irait évidemment en Arabie Saoudite. Ça, maintenant c'est plus vraiment une surprise. On parle du club d'Al-Shabaab où sont déjà les anciens de Ligue 1, Habib Diallo, ancien de Strasbourg, ou Yannick Ferrat Carrasco par exemple de Monaco. Bon, j'imagine qu'ici, de toute façon, très petite question, mais ça n'étonne personne ce genre de mouvement maintenant. Ah, même si ça commence un petit peu à revenir là, on a vu Benzema qui est très très content de. Ouais, il y a Jota qui va revenir. Tu penses qu'il y a une mauvaise pub là qui va commencer. Fofana, il vient de signer en prêt à l'Ettifaq. Tu me prends mes news, toi. Ah, pardon. T'inquiète, c'est pas un problème. Mais non, il vient de signer en prêt à l'Ettifaq. Ouais, effectivement. J'allais parler encore pour finir la page mercato, donc de l'actualité locale, puisque le LOSC, le club de Lille, a officialisé il y a une petite heure sur les réseaux sa première recrue de janvier, le Portugais de Boavista, Thiago Moraes, qui rejoint le Nord et les Dogs, donc pour un contrat qui courra jusqu'en 2028. Il pourrait être suivi dans les heures qui suivent par Rafael Fernandes, défenseur portugais d'Arouca. Et pas de mouvement, par contre, du côté du RC Lens ces derniers temps, même si l'ancien capitaine des 100 et or, Seko Fofana, parti l'été dernier à Al Nasser, a été prêté par ce même club saoudien à un club voisin d'Al Ettifaq jusqu'à la fin de saison. C'est un peu compliqué pour lui, dommage, parce qu'a priori Al Nasser, à côté de Cristiano Ronaldo, ça avait l'air de bien tourner. C'est juste pour les quotas étrangers. Ouais, c'est les quotas étrangers. Parce que c'est ce que j'avais entendu, parce que je crois qu'il voulait réintégrer Ospina. Le coach de c'est Al Nasser, pardon. Il veut réintégrer Ospina dans le groupe. Gardien colombien. Ouais, le gardien colombien, donc forcément, il est obligé. Mais ouais, il y a aussi, du coup, Jota, là, la pépite portugaise qui était partie du Celtic à Al Ittihad, qui normalement devrait signer à West Ham, demain. Il y a la visite médicale qui est prévue. Et voilà, donc Maxime qui est informé sur le foot. Merci Fabrizio Romano sur Insta, mais voilà. Mais non, mais ouais, voilà, mais ouais, moi ça m'étonne pas trop techniquement. Enfin, Rakitic, c'est un joueur, je sentais que ça allait arriver. Et même c'est soit il retourne au pays en Croatie, soit il va en Arabie Saoudite. Mais voilà, Perisic a fait le choix de retourner dans son club d'enfance au Hajduk Split. Lui fait le choix d'aller en Arabie Saoudite, ça m'étonne pas trop, et je serais pas étonné si Modric venait à suivre dans les prochaines années. 35 ans, Rakitic, peut-être qu'il veut aussi, il peut encore faire un volet Arabie Saoudite avant de vraiment finir en Croatie. On verra bien ce que donnera son contrat là-bas. Enfin, un dernier mot sur côté transfert, sur le plus gros, on peut dire entre guillemets, de ce mois de janvier. On était habitué peut-être à des sommes plus folles, plus on va dire, avec surtout des comment dire, des joueurs d'un plus gros calibre, en tout cas, qui partaient souvent pendant cette fenêtre hivernale. Là, a priori, c'était plutôt calme par rapport aux dernières années. Parce que l'un des plus gros transferts que j'ai noté, c'est celle du français Sacha Boey, recruté par le Bayern Munich, et en provenance de Galatasaray, club turc. L'ancien Rennais a été acheté pour 30 millions d'euros. Alors c'est assez intéressant, parce que des Français comme ça, un peu, peut-être que les vrais connaisseurs du football turc en savent mieux que moi, mais 30 millions d'euros pour un petit Français comme ça de 22 ans, contrat de 4 ans et demi au Bayern Munich, c'est pas rien, quoi. Ça fait quelque temps que je le vois presque sur les listes de Didier Deschamps. En tout cas, on parlait déjà un peu de lui, qui faisait vraiment des bonnes performances du côté de Galatasaray. Je pense que ça a dû taper dans l'œil des recruteurs du Bayern.
et à voir s'il arrive à confirmer, mais ça peut aussi lui donner du coup une meilleure exposition aux yeux de Didier Deschamps, mais pas que, parce qu'il devait déjà regarder ses matchs, mais il va pouvoir prouver sur les compétitions européennes qu'il a le niveau pour prétendre justement à l'équipe de France. Ouais, on parle des joueurs là avec le mercato autour de ce côté-là. Il y a aussi des noms d'entraîneurs qui sont sortis cette dernière semaine, notamment 3 gros noms qui sont annoncés partant en fin de saison. Il y a eu Mikel Arteta à Arsenal, Jürgen Klopp à Liverpool et Xavi Hernandez à Barcelone. Alors le premier, coach des Gunners, a démenti ces rumeurs hier soir en conférence de presse avant le match du soir contre Nottingham Forest. Mais son confrère allemand, lui, par contre, en poste à Liverpool, a publié de son côté une vidéo assez émouvante pour confirmer que c'était sa dernière saison avec les Reds, et lui qui avait pourtant prolongé jusqu'en 2026 dans le Merseyside. Et après la claque reçue à domicile 3-5 contre Villarreal, Xavi, la légende du football espagnol et du Barça, et aussi entraîneur du club catalan, a indiqué qu'il ne serait plus normalement l'entraîneur des Blaugrana au 30 juin prochain. Une décision qui a fait du bruit en Espagne et surtout partagée entre un vestiaire qui essaierait de le convaincre de rester, selon la presse espagnole, et des relations de plus en plus tendues avec Deco, notamment au sein du staff barcelonais qui est arrivé pendant l'automne. Deco, lui aussi ancien joueur de Barcelone. Alors du coup pour Xavi, Klopp, comme a priori ça a l'air vraiment de se décider, comment ça va se présenter selon vous? Est-ce que Xavi va prendre la place de Klopp? Klopp va peut-être venir au Barça. C'est pas du tout des clubs qui leur sont Non, mais déjà en fait au moment où Xavi avait annoncé qu'il quittait le Barça, il y a Sport, c'était eux qui avaient colporté la rumeur Arteta, qui balance que Arteta devrait quitter le club. Alors que la veille, il y a Fabrizio Romano qui annonce que, selon toute vraisemblance, Mikel Arteta devrait prolonger à Arsenal. Donc moi déjà, premièrement, je l'ai pas du tout cru. Mais voilà. Mais Klopp a dit qu'il entraînerait probablement pas, voire très certainement pas l'année prochaine, qu'il prendrait 1 an de pause. Donc je le vois pas du tout aller au Barça. Moi, je pense plus que ceux qui ont du souci à se faire, c'est le Paris Saint-Germain, puisque Luis Enrique, je pense que le Barça serait très intéressé apparemment de reprendre Luis Enrique. Non, et pour Liverpool, Xabi Alonso, moi je pense que c'est clairement le coach à faire venir. C'est un jeune coach, sachant que aujourd'hui celui qui a la cote. Voilà, c'est celui qui a la cote, sachant qu'aujourd'hui les clubs qui sont rivaux avec Liverpool ont des entraîneurs qui sont toujours de plus en plus jeunes. Enfin bon, on a l'exemple de Guardiola, mais Guardiola ça fait 10 ans qu'il a City, mais Arsenal, Arteta est très jeune, Tottenham, Postecoglou est pas si vieux que ça. Voilà, même Chelsea, Pochettino, c'est un très grand coach, mais voilà, il est pas vieux non plus. Donc ouais, voilà, c'est à voir. Mais Xabi Alonso à Liverpool, sachant qu'il connaît le club en plus. Donc moi, je trouverais que ce serait une super bonne idée, que ça rajouterait un peu de piment dans cette PL, quoi. Allez, on finit pour le volley foot. En tout cas, pendant ces news, il y a eu la répartition donnée des prochains matchs du championnat d'Europe masculin de football, l'Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne entre juin et juillet. La semaine passée a eu lieu un tirage au sort pour la répartition donc de ces matchs entre TF1 et M6 pour ce qui est de la télévision française. C'est M6 qui décroche le gros lot avec la diffusion de la finale des 13 autres rencontres, dont 2 huitièmes de finale, 2 quarts de finale avec match des Bleus dans le lot s'ils sont qualifiés à ce stade-là, et une demi-finale. TF1 récupère donc 12 matchs, dont la meilleure demi-finale et les 2 autres quarts de finale. Et à noter que pour ce qui est des matchs déjà, on va dire, prévus, ce que sont les 3 matchs des Bleus en phase de poule, il y en aura 2 proposés sur TF1. Ça sera France-Autriche le 17 juin et celui contre la fameuse 4e équipe barragiste qu'on ne connaît pas encore. Ce sera le match du 25 juin et un dernier match, donc le 3e, c'est le match sur M6, celui contre les Pays-Bas le 21 juin. Donc là aussi M6 a priori qui récupère c'est le match le plus alléchant en tout cas de cette phase de poule des Bleus. Un petit mot aussi, on change de sport, rugby, avec le 15 de Galtier, un petit mot là-dessus qui s'en va démarrer son tournoi Destination en fin de semaine. On parle forcément de la compo probable qui devrait tomber prochainement, et les Bleus face à l'Irlande devraient démarrer avec un Yorem Moefana sur l'aile gauche, préféré à Louis Bielbarré. Louis Bielbarré pourtant qui sortait d'une très belle Coupe du Monde à domicile, et a priori c'est un des premiers choix forts en tout cas du sélectionneur du 15 de France, aligné le centre de l'Union Bordeaux-Bègles, à ses côtés une paire Ficou-Danty, et notamment au niveau des postes de demi d'ouverture, on aurait un Mathieu Jalibert, et en demi de mêlée un Maxime Lucu, forcément, puisque c'est une équipe qui a avorté par Antoine Dupont, absent pour préparer avec le 7, et Romain Tamac pas encore remis. Plutôt confiant par rapport à ce genre de disposition de Fabien Galtier, pour peut-être donner du peps ou ouais, enfin les 2 bordelais, Lucu et Moefana, c'est ça le premier? Oui.
Ouais, le QM Moefana, ça m'étonne pas tellement parce que Bordeaux fait un très très bon début de saison en top 14 et même en Coupe européenne. Donc voilà, après Jalibert, faut voir ce qu'il fait. À Toulon, c'est pas trop mal ce qu'il propose depuis qu'il est revenu. Mais voilà, très sincèrement, on a un bon vivier. Contre l'Irlande, ça va être compliqué parce que ça sera le gros match forcément. Les yeux seront rivés sur ce match-là. C'est le match à ne pas rater de ce top 14, ce tournoi à destination, pardon. Mais ça peut passer contre l'Irlande, ça passera contre les autres équipes, j'en suis persuadé. Mais voilà, ça va être l'Irlande, c'est le gros match et il va falloir performer. Et ces joueurs-là, justement, ils ont peut-être leur épingle à tirer de leur jeu en fait pour se montrer et peut-être prétendre justement à une place de titulaire, même quand les gros sont là, quoi. On parlait d'Antoine Dupont absent puisqu'il est en train de préparer le rugby à 7 pour les Jeux Olympiques. Un mot forcément sur ces Jeux Olympiques qui approchent toujours, qui sont toujours plus près de nous. Un petit détour par la politique française même du coup, puisque chaque semaine sont nouveaux bémols. Mais d'abord quand même une petite nouvelle avec l'information qui est tombée ce matin du ministre de l'Intérieur et ancien maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, qui a précisé sur son réseau social X que les policiers bénéficieront d'une prime pendant les semaines olympiques. Des primes qui pourront aller jusqu'à 1 900 € si les agents de la paix concernés acceptent de prendre moins de congés annuels. Et pour l'instant, on ne parle que de la couverture des Jeux Olympiques, pas des Paralympiques, qui a priori aussi, par conséquent, nécessiterait moins de mobilisation et moins de concentration humaine. Mais une bonne nouvelle ne cache pas forcément les mauvaises, puisque la RATP, par son syndicat CGT, menace d'une grève effective de 7 mois à compter du lundi 5 février prochain, donc selon le préavis déposé, ce qui engendrerait une période qui couvre les Jeux Olympiques et Paralympiques de la capitale. Ceci intervient après un désaccord hier relatif à l'alarme sociale sur les mesures salariales 2024 jugées insuffisantes, précise la CGT. Un autre souci en plus, des prix chocs annoncés par Valérie Pécresse, rappelez-vous, il y a quelques mois, alors que il était négocié comme quoi les prix n'allaient jamais évoluer ou seraient peut-être même gratuits. Bon, on a encore du pain sur la planche pour ce qui est de cette organisation. Et puis un petit mot pour finir basket, puisque ça va pouvoir introduire le sujet qui suit avec le débat. Les titulaires du prochain All-Star Game, excusez-moi, sont connus. Pendant plusieurs semaines, les fans ont été invités à voter, puis ensuite ça a été au tour des joueurs et des médias de clore le vote, et les résultats sont tombés. À l'Est, on devrait retrouver Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Jason Tatum, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo, capitaine donc de cette formation de l'Est. Et à l'Ouest, on retrouvera Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, Nikola Jokic, LeBron James, capitaine de l'Ouest, et le numéro 1 des fans, Luka Doncic, dont on va pouvoir parler dans un instant. Et pour rappel, juste sur ce All-Star Game qui aura lieu le 18 février prochain, on est sur un retour de l'ancien format, en tout cas avec Est contre Ouest, donc on a déjà un peu une idée des équipes qui vont s'affronter sur le terrain, sachant que Victor Wembanyama n'est pas totalement hors course, puisque le 1er février, nous saurons quels seront les remplaçants désignés par les coachs de la Ligue. Peut-être. Probablement. Peut-être. T'es moyen confiant, toi? Non, bon, au contraire, probablement. Je pense que moi, il est arrivé plus oui que non. Oui, je pense qu'il a eu des bons résultats aussi avec le vote des fans, forcément, qui est à prendre en compte. Même si c'est les coachs qui ont le pouvoir de décision, ça rentre aussi en jeu, je pense. Voilà pour ces dernières infos. Je parlais volontairement en tout dernier de Luka Doncic, donc sélectionné à l'Ouest et qui a terminé numéro 1 pour les fans, puisque ce même Luka Doncic, peut-être que vous l'avez vu passer, a réalisé une belle performance le 26 janvier dernier avec 73 points marqués contre les Atlanta Hawks, et c'était un des débats proposés du soir, et donc qu'il a emporté malheureusement contre Marine, avec les dernières performances XXL en NBA et les derniers matchs à plus de 70 points, de plus en plus récurrents. Est-ce que le record à 100 points détenu par Will Chamberlain depuis 1962 est-il vraiment ou pas en danger? Est-ce qu'il y avait du oui? Est-ce qu'il y avait du non? Est-ce qu'il y avait du oui déjà? Oui. Est-ce qu'il y a du non? Il y a du oui et du non. Ah, toi t'as les deux. Ouais. D'accord. On va peut-être laisser Mathis développer un peu son oui. On va voir. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Mathis, essaye de nous vendre ton oui. Bah, déjà, la multiplication des matchs au-dessus des 70 points. Allez, Mathis, c'est totalement faux. On passe à Maxime. Non, vas-y. Non, mais je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Ça veut bien dire qu'on s'en rapproche, deux dans la même semaine ou avec 10 jours d'intervalle, alors que c'est quand même une performance hyper rare. Enfin, pour les gens qui suivent peut-être pas trop l'NBA, 70 points dans un match pour un joueur, c'est quand même quelque chose qui est arrivé 8 fois, je pense, avant, en tout, en comptant la performance de Will Chamberlain. 2 fois dans la même semaine.
Embiid et Doncic, parce qu'il y avait eu du coup Joel Embiid qui avait mis 70 points la semaine juste avant, contre les équipes aussi peut-être de moins en moins fortes. Il y a un gros gap, c'était contre les Spurs malheureusement de notre cher Victor Wembanyama, qui propose peut-être des défenses moins compétitives. Il y a aussi ce côté peut-être un peu plus chaud, tourné vers l'offensive, propre à la NBA bien sûr, hein, mais qui pousse aussi bien les joueurs à faire le plus de stats possible. On joue un peu moins collectif, même si forcément ils arrivent aussi à combiner des statistiques collectives, les joueurs qui réalisent ce genre de performance. Moi, je suis pas trop fan de la direction que prend la NBA, parce que en étant personnellement un grand consommateur de l'Euroleague, plus axé vers la défense. Oui. Ouais, pour peut-être les non-initiés, quand on parle basket, on parle souvent de la NBA pour le modèle américain, tout pour l'attaque, le show, des matchs à 48 minutes, donc même avec à rallonge et des gros tirs, des gros shooters, et ce basket plus européen, FIBA, donc où c'est des scores plus serrés, du 4 fois 10 minutes, avec des règles beaucoup plus compliquées du coup pour les attaquants. Des règles avantageuses à la défense, on va dire, et donc des scores un peu plus moindres, mais peut-être pas moins de spectacle pour autant. Au contraire, c'est plus l'aspect de la tactique qui prime sur le basket européen, et moins sur juste jouer sur 1 contre 1, essayer de faire la différence individuellement comme ça l'est en NBA. Et toi, Maxime, donc t'étais un peu partagé, oui, non? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il y a cette multiplicité des gros chiffres. On a vu les 70 de Embiid, on a vu les 73 de Doncic, il y avait aussi Karl Anthony Towns, je crois qu'il avait mis 62 le même soir que Embiid, et Booker 62, et qui a remis encore, je crois, plus de 50 points le match d'après. 62 Karl Anthony Towns sans avoir véritablement joué le 4e. Voilà, exactement. Qui plus est, il a même il le joue, mais il le joue mal. Il le joue, mais il le joue très mal. Ouais, voilà. Ouais, dans un sens où il fait rien. Donc il aurait pu encore augmenter mais Booker, 70, il aurait pu. Je crois que j'avais vu une stat, Booker sur les 3 derniers matchs, il est à plus de 150 points, donc ça fait plus de 50 points par match, ce qui est un truc de fou. Et puis même on a Doncic hier qui remet encore 45 ou 48 points, je crois, dans son match. Donc voilà, c'est clair que les grosses performances s'enchaînent. Moi, le seul petit truc que j'ai, c'est par exemple, Embiid, je crois qu'il a joué que 36 des 48 minutes quand il met ses 70 points il y a une semaine quasiment. Voilà, moi ce que je me dis, c'est est-ce que on peut vraiment aller chercher ce record de Will Chamberlain à 100 points quand ceux qui font des performances comme ça à 70 sont un petit peu obligés de sortir et de rester à ses 70 points, alors que Embiid, honnêtement, vu la forme dans laquelle il était dans le match, s'il joue les 12 minutes qui lui manquent, peut-être qu'il peut aller le chercher, ce record de Will Chamberlain sur ce match. En NBA, tu joues très rarement tout le match, oui. Encore plus si l'écart est fait, il y a pas d'intérêt, vaut mieux sortir ta star, et ça joue tellement tous les 2-3 jours, tu peux pas te permettre de faire jouer un mec 48 minutes pour un record. C'est ce que j'avais noté, en tout cas dans une liste d'arguments pour contre. Je me suis amusé à me dire, tiens, si j'étais grand fervent du pour, qu'est-ce que je mettrais en avant, si j'étais pour le contre, qu'est-ce que je mettrais. Et j'ai aujourd'hui quasiment impossible de jouer 48 minutes à plein régime et marquer donc plus de 2 points par minute pour atteindre cette barre des 100. J'ai essayé d'estimer à peu près avec les moyennes des stats de toutes ces performances historiques à 70 points pour tutoyer les 100 points de Will Chamberlain. Il faudrait qu'un joueur arrive à marquer une vingtaine de lancers francs dans son match, puisque c'est à peu près la moyenne de ces gens-là qui ont marqué donc dans les 70 et plus, avoir à peu près 10 tirs à 3 points rentrés, ce qui nous donnerait un total de 50, donc on aurait à peu près une 25, presque trentaine de paniers à 2 points à marquer, donc ça voudrait dire à peu près une cinquantaine de tentatives à rentrer, soit plus d'une par minute pour ce qui est du temps réglementaire. Alors du coup la condition c'est est-ce que ce record n'est atteignable, battable que s'il y a prolongation. Forcément, ça sera déjà un peu plus évident, mais je pense qu'il y aura une première étape, ça va déjà être les 81 points de Kobe Bryant, qui sont, il me semble, la 2e ou la 3e marque. Deuxième marque derrière Will Chamberlain, qui sont, une marque référence en NBA, en plus par l'intermédiaire de Kobe. Ça va déjà être un premier, je pense, élément, voir si, là, on s'approche, on s'attache à la barre de 70, est-ce qu'on va se diriger vers la barre des 80 dans un futur proche. Si on y arrive bientôt, je pense que c'est exponentiel, ça va finir par grimper. Mais là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur le côté nombre de minutes disputées sur le parquet. Forcément, il y a des limites de temps, à moins d'un match en double, triple prolongation, peut-être
Ça pourrait peut-être aider, mais ça semble... Ce que j'avais noté aussi dans les contres, justement, ça rebondit un peu sur ce que tu disais par rapport à ces grands joueurs que tu ménages généralement. Comme c'est souvent face à des petites équipes, des plus petites défenses où tu marques beaucoup de points, peut-être aussi que maintenant il y a ces conditions-là où, bah non, au contraire, on va encore moins te faire jouer 40 minutes et plus. On va te garder, on va te faire jouer une trentaine, 35, 36, comme Joel Embiid. Joel Embiid a pas eu besoin de forcer, et en plus, il s'est permis d'être absent au cumul du coup, mais sur la totalité d'un quart-temps. C'est vraiment comme si on lui disait bah tu mets 70 points en 3 quarts-temps et le quatrième tu joues pas. Ouais, c'est ça. C'est assez fou. Et pour revenir sur la perf de Kobe Bryant, donc il avait réalisé en 2006 contre les Raptors, qui est toujours la deuxième historique, qui a 81 points. Donc a priori celle-là est vraiment en danger. En danger, on entend, il y a rien de grave, mais est vraiment atteignable finalement. 81 points à 28 sur 46 au tir, 7 sur 13 à 3 points donc parmi ces tirs, et 18 sur 20 au lancer en 42 minutes. Donc comme quoi, déjà à l'époque, en 42 minutes, il avait dû inscrire 2 points par minute. Voilà, donc 2 points par minute, faut prendre un shoot, faut au moins rentrer un shoot. Un shoot par minute, ouais, c'est ça. Ouais, c'est chaud. Ouais, ça semble compliqué, mais je pense que justement, déjà, ça va être la prochaine étape. Moi, je me demandais aussi si, dans le pour, est-ce qu'avec pas démocratisation, mais avec l'essor de ces shooters à 3 points qui peuvent prendre feu, voilà, déjà, est-ce qu'on peut plus se diriger vers les 80 points si, en plus, le joueur qui score est un très bon shooter, longue distance? Il y a encore plus de chances pour vous? Ouais, bah oui. Bah, un Steph Curry je sais pas s'il a claqué plus de 70, Steph Curry, il a déjà fait 62. J'ai regardé. Ouais. Ouais, mais un Steph Curry, par exemple, sur un gros soir, ça peut peut-être passer, les 80, hein, je parle peut-être pas les 100, les 80, ça peut peut-être passer. Ouais, mais un Doncic, qui se prend à 3 points, c'est monstrueux. Bah, Doncic a l'air d'être, alors j'allais vous faire un petit jeu, genre, de pronostiquer qui pourrait déjà battre Kobe les 81. Doncic, en tout cas, montre qu'à 2 points, à 3 points, il est une adresse remarquable. Doncic, il y a Booker. Tu vas avoir Donovan Mitchell aussi, sur un gros soir. Donovan Mitchell qui a mis 71 l'année dernière. L'année dernière. Parce que, par exemple, est-ce que, à la manière de Will Chamberlain, à son époque, il n'avait pas de tir à 3 points, qui ne mettait que des 2 points ou des lancers francs, est-ce que Victor Wembanyama, aussi dominant pourrait-il être à l'avenir, pourrait-il inscrire 80 points? Pas tout de suite, ouais, en tout cas. Ça, c'est vraiment dans l'avenir. Je pense, en tout cas, là, c'est dur de se projeter. Il fait déjà des matchs excellents à 25 points parce que forcément, il prend 10 rebonds, il fait 3 contre. Il peut passer pas que le scoring dans son jeu. Et, je le vois moins être ce genre de joueur. Alors, peut-être qu'il va me faire mentir dans le futur, mais je le vois moins être ce genre de joueur à se concentrer uniquement sur l'attaque. Le scoring. Et délaisser un petit peu les autres catégories statistiques. Ouais. Je pense aussi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, 100 points. Bilan de ce petit débat 100 points, a priori, on en parlera pas de sitôt. Les 80 points, 81 points de Kobe. Ouais, on est quand même passé à 3-4 paniers ces derniers temps. Ouais. 4e performance à 70 points ou plus en 13 mois, 12 mois. Avec Damian Lillard, Donovan Mitchell en 2023 du coup, pardon, et donc Joel Embiid et Luka Doncic en 4 jours aussi. Ouais. C'est assez impressionnant tout ça. Allez, petit dernier et même temps musical du soir dans ce Campus Sport Club. Je suis remonté en 1962, pas pour la chanson du soir, parce que finalement les chansons du soir étaient pas très très intéressantes, mais pour un artiste né en 1962 et qui a fait parler de lui pour surtout cette chanson, et quasiment uniquement cette chanson, puisque c'est une chanson ce soir que je vous propose de Thierry Hazard, la non moins célèbre Le Jerk. Voilà, pour continuer à s'ambiancer un petit peu, je trouve. Et on va pouvoir poursuivre dans un instant. On parlera danse, gymnastique même, avec Marine, et les immanquables de Mathis pour finir en beauté. Le Jerk qui était à l'instant sur Radio Campus Lille 106,6 FM, mais vous êtes bel et bien toujours dans le Campus Sport Club, la 17e de l'année, qui sera disponible bien évidemment sur campuslille.com à minuit 1 pétante dans les programmes, et peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs grâce à ce canal ou en DAB+, un peu partout dans la région. On avance, il reste un peu moins d'une dizaine de minutes, et on va pouvoir attaquer de ce pas le moment nordiste de Marine. Bienvenue dans le froid du Nord où les victoires sportives réchauffent les cœurs. C'est l'heure du moment nordiste dans le Campus Sport Club. Marine qui était juste à côté d'ici ce week-end à Villeneuve-d'Ascq, mais pas du tout, au Palacium plus précisément, mais pas du tout pour du basket, mais pour un tout autre sport.
Tout à fait, j'étais pour de la gym ce week-end et cela faisait 12 ans que le Villeneuve d'Ascq Rythme Sport attendait d'accueillir à nouveau le championnat de France individuel national A et B, souhait exaucé en 2024 avec 3 jours de compétition et une catégorie reine, les plus de 18 ans en national A. C'était ce samedi à 19h30 et pour expliquer un peu le déroulement, 40 gyms avaient 2 passages chacun, avec un engin libre, donc de leur choix, et l'autre au ballon, obligatoirement, Des juges évaluaient les prestations et la meilleure note remportait tout simplement la médaille d'or. Alors 40 gymnastes venus des 4 coins de la France se succédaient devant les 1200 spectateurs présents pour l'occasion, mais l'ambiance changeait complètement quand les juges appelaient Mélanie Duval à se présenter à l'engin libre. Les cris et les applaudissements résonnaient dans le Palacium de Villeneuve d'Ascq. Le public s'était accordé pour accueillir la Calaisienne, déjà 6 fois championne de France, qui allait tenter de briguer un 7e titre. Et sans trembler, elle honorait cet accueil avec une première prestation remarquable, le praticable comme terrain de jeu, le cerceau comme prolongement du corps. La sextuple championne de France récoltait la note de 27,55, de loin la meilleure note sur la première rotation. Et bis repetita pour son 2e passage au ballon, un public en folie et une prestation impressionnante de justesse qui lui permettait de s'offrir une note globale de 54,950 et surtout un 7e titre de championne de France. Ouais, franchement, je suis contente malgré les petites imperfections que j'ai faites. Je suis quand même contente de mon travail. Le cerceau, c'était bien malgré j'ai failli rater un roulé. Et sinon, le reste, c'était bien. J'ai eu un petit peu peur du plafond, on va pas se mentir, parce que le panier, il est un petit peu surpraticable. Et au ballon, malgré, pareil, j'ai fait une chute sur un roulé. Et des petites imperfections par-ci par-là, mais en soi, vraiment, je suis quand même contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir. C'est, entre guillemets, le résultat de tout le travail que j'ai accompli cette année, quoi. On s'en lasse pas. Et oui, une ambiance de folie, des imperfections par-ci par-là selon elle. J'avoue que moi, je ne les ai pas vues. En tout cas, pas beaucoup de suspense à l'annonce du palmarès, puisque plus de 2 points la séparée de ses dauphines Azra Yalaza et Danae Collard. En 4e position, juste à côté du podium, se plaçait Elsa Somville, une autre calaisienne, venue donc faire briller la région à nouveau. Et derrière elle, Peterson Sus, l'un des 2 seuls hommes en lice qui terminait son admirable prestation plein d'émotions, le poing en l'air comme un symbole. Une autre gymnaste locale était aussi récompensée chez les 16-17 ans de National B avec Zoé Droulet du Villeneuve d'Ascq Rythme Sport, championne de France à la maison. Merci beaucoup Marine. Ouais, donc la gymnastique, il avait déjà fait un moment nordiste combien de temps? C'était en décembre, je crois. Ouais, décembre, t'es allé voir la Madeleine. Ouais. Là, cette fois, c'était quoi la différence alors pour des championnats de France? Du coup, c'était à la Madeleine, c'était le top 12, donc c'était des rencontres par équipe. Et là, c'était vraiment le championnat de France individuel, quoi. Ouais, c'était avant, oui, c'était les clubs, en fait, oui, entre un championnat entre clubs. C'était comme la Ligue 1, quoi, mais en gym. Ouais. Et le Palacium en dispositif. T'es déjà allé au Palacium pour du basket? Parce que Mathis connaît bien. Maxime, peut-être? J'y suis allé une fois l'année dernière, je crois, ou deux fois, peut-être. 2 fois, peut-être. Mais alors, le Palacium, on a du mal à s'imaginer des sites comme ça qui se réadaptent à d'autres sports. Bon, là, en l'occurrence, le Palacium en gymnastique, ça doit être sympa. Ou comme des salles qui accueillent du volley ou toutes sortes de disciplines. Écoute, merci beaucoup pour ce moment nordiste. Il reste quelques minutes encore pour finir en beauté. C'est bon là, c'est une des rares fois où les immanquables ont suffisamment de temps pour eux. Donc je jubile, mais d'abord petit jingle pour toi Mathis. Qui dit fin d'émission dit coup d'œil sur le planning. Sortez vos agendas pour les immanquables du Campus Sport Club. Et on va pouvoir commencer avec du foot, avec la compétition internationale du moment, enfin continentale du moment, qui est la CAN. Effectivement, nous avons débuté les immanquables par la CAN qui se dispute actuellement en Côte d'Ivoire. Les quarts de finale de la plus prestigieuse compétition africaine auront lieu vendredi et samedi. Vendredi d'abord donc, le Nigeria jouera face à l'Angola à 18h, avant l'affrontement entre la République démocratique du Congo et la Guinée 3 heures plus tard. Le lendemain, c'est le Mali qui jouera sa place en demi contre le pays hôte ivoirien. Et enfin, Afrique du Sud, Cap-Vert est la dernière affiche au programme. En première ligue, l'équipe de Manchester City reçoit Burnley demain soir à 20h30. Liverpool, quant à lui, recevra Chelsea, alors que Tottenham et Brentford se défieront. La 22e journée se poursuivra le lendemain puisque Manchester United s'en ira jouer du côté de Wolverhampton à 21h15. Ce week-end permettra d'enchaîner en Angleterre avec la 23e journée qui nous promet notamment un très alléchant Liverpool-Arsenal.
En Espagne aussi, cela joue en semaine puisque demain, le Barça reçoit Osasuna à 19h et l'Atlético accueille le Rayo Vallecano à 21h. Le lendemain, à la même heure, le Real se déplacera à Getafe pour clôturer la 20e journée de Liga. À noter dimanche soir l'énorme choc entre le Real et l'Atlético Madrid à ne surtout pas manquer dès 21h. Vous voyez qui remporter ce derby madrilène? Le dernier affrontement, il y a eu cet affrontement en Supercoupe d'Espagne avec cette victoire en prolongation du Real. L'Atlético a pris sa revanche dans la foulée en Coupe du Roi. Donc là, c'est un peu la belle. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'Atlético. Pareil. Parce que le Real, j'en ai marre. Ces derniers temps, ils font que de gagner très litigieusement. Je vais te mute. Je vais te couper le micro. Ils font que de gagner très litigieusement. Le match contre Almeria, je l'ai encore au milieu de la gorge. Donc non, un petit doublé d'Antoine Griezmann qui ferait taire nos amis merengues, moi ça me ferait du bien. Si c'est Griezmann. Et voir Giron reprendre le trône de Liga, ce serait bien. Non, ça non. Moi je vais vraiment couper le micro, je peux pas te laisser dire ça. Ouais, bon, a priori, ils sont Atlético Madrid, Mathis, que veux-tu? Ça me va aussi. Oh, bah, super. Vas-y, continue. On enchaîne sur du foot féminin avec l'OL qui reçoit le Slavia Prague demain soir à 20h45 pour le compte de la 6e et dernière journée de phase de poule de la C1. Petite bascule chez les hommes, mais toujours concernant la France et la Ligue 1 même, Strasbourg reçoit le PSG en ouverture de la 20e journée ce vendredi à 21h. Nantes recevra Lens à la même heure le lendemain et le gros choc historique de cette journée sera bel et bien dimanche à 20h45 entre Lyon et l'OM. Si l'on se tourne vers le rugby à présent, nous sommes obligés d'évoquer le début du tournoi des 6 nations qui arrive vendredi et qui débute donc par la confrontation entre les deux derniers vainqueurs. En effet, la France recevra l'Irlande au stade Vélodrome à 21h. Les autres affiches du week-end sont Italie-Angleterre et Pays de Galles-Écosse. Alors pour vous, il est pour qui le titre cette année? Ouh là là. Bon, est-ce que vraiment, je pense ce résultat France-Irlande ne va pas déterminer le champion? Bah si. Clairement. Celui qui gagnera ce match sera champion à la fin. Mis à part si l'Angleterre nous sort une énorme performance, parce que je vois pas du tout sur les dernières. Enfin, ils ont fait une bonne Coupe du Monde, d'accord, mais voilà, je vois pas du tout les Anglais aller chercher des Irlandais ou des Français. Aller gagner les deux matchs en tout cas. Ils peuvent faire un des deux, mais aller gagner les deux matchs, ça va être très compliqué. Donc je pense que ce match de vendredi soir sera déjà capital pour la suite du tournoi. Ça continue tout de même en top 14 pendant les 6 nations. Perpignan reçoit le Racing 92 samedi à 15h. Lyon et Clermont jouent l'un contre l'autre à 17h et le dernier match à 21h opposera lui Toulouse et l'Aviron Bayonnais. En basket, place à la Betclic Elite, un derby parisien intéressant entre Boulogne, Levallois et Paris, pourtant à l'opposé au classement, et deux belles affiches en vue des playoffs que sont Nanterre-Cholet et Saint-Quentin-Le Mans. Enfin en Euroleague, Monaco défie le Partizan demain soir à 19h, tandis que l'Asvel dernier se déplace sur le parquet du leader qui est le Real Madrid, jeudi à 20h45. Merci mon Mathis. Avec plaisir. T'avais encore quelques secondes si tu voulais. J'ai encore une info ski. Vas-y, une toute petite, vas-y. Rapidement, la Coupe du Monde de ski alpin, les dames se déplaceront en Allemagne du côté de Garmisch-Partenkirchen avec la descente dames qui aura lieu samedi et le Super G dimanche, tandis que les hommes seront en France du côté de Chamonix pour le slalom qui aura lieu lui dimanche. Merveilleux. Merci beaucoup pour les petits immanquables qui font toujours plaisir dans cette fin de Campus Sport Club. Merci Marine pour le moment nordiste et pour ce débat basket, et merci Maxime pour ces résultats de la CAN. Non, je te charrie jusqu'au bout, mais m'en veux pas. Le prochain c'est pour toi, ok? Prochain je te fais passe D. Voilà. Merci aussi Max. T'en prie, pas de souci. Pour l'Open Australie. Le Campus Sport Club revient la semaine prochaine comme d'habitude 23h minuit, mais d'ici là on vous dit sportez-vous bien.